J'étais en train de parler avec notre invité, je lui ai dit توحشنا le studio, توحشنا الخدمة وتوحشناكم انتم تاني. Alors je vous l'ai dit en arabe, en oranais. توحشناكم, مرحبا بكم ومرحبا بينا عندكم. Bonjour à vous, chers amis du matin. On est très heureux de vous retrouver dans votre matinale quotidienne. C'est à partir de 8h jusqu'à 9h30. 1h30 durant des sujets, des plateaux, des invités qui vont défiler ici. Alors, je dirais bonne rentrée scolaire, sociale, universitaire, parce qu'aujourd'hui, on aura beaucoup de plateaux dans ce sens-là. Et bien sûr, nous allons commencer par la semaine de la santé scolaire avec un représentant et le chef de service de prévention de la DSP de la Wilaya d'Oran. Bien sûr, on parlera de l'université et la rentrée universitaire avec le directeur de l'ENPO, Maurice Audin. Et bien sûr, on aura un auteur, pas des moindres des auteurs, puisque lui, il a fait son nouvel ouvrage, il a sorti son nouvel ouvrage dernièrement concernant l'intelligence artificielle. Ce n'est autre que Monsieur Adnan Haj Mouri. Et bien sûr, on parlera de nutrition. Alors, on aura une autre nutritionniste, Bouchra Belaïfa, qui sera présente avec nous en compagnie d'un chef qui va vous aider et vous donner quelques notions de bonne alimentation pour vos enfants. Alors attention les chips, attention à je fais de la mauvaise publicité, mais bon, c'est ça. Et bien sûr, dernière ligne droite, c'est l'art qui sera à l'honneur en cette matinée au Bonjour d'Algérie d'Oran, d'Elbehia. Alors avec une artiste plasticienne, ce n'est autre que Shahrazad Garaya qui sera présente avec nous. Voilà tout pour cette matinée. Mais nous, on ne sait pas un petit peu, on n'a pas changé un petit peu le concept de Bonjour d'Algérie parce qu'on adore Bonjour d'Algérie tel qu'il est. Alors on vous a toujours gardé la rubrique, pas la rubrique, la chanson Nostalgie. On se retrouve juste après. وتشطن خاطري وتغير يا زينة الزينات وانتي يا غالية غالية زايدة بالي شوفي لحالتي ما تشكر يا فايقة البنات وانتي يا زاهية ناوية اختلي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنواه ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ما نسمع لوم كسرتي الجناح نبغي نكلمك ونهدر ونشكي لك لي عاد ونارك حامية حامية قادية تخلي وإذا نعزم ما نقدر نقول لك كلمات ونشوفك جاية فايتة قبلي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنواح ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ما نسمع لوم كسرتي الجناح وقلبي زايد يصبر وما دريتي هيهات وانتي يا ناسية ناسية جاهلة حوالي غير عيني ليك تنظر وتسيل بدمعات ديما جارية جارية عذرة هوالي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنواك ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش دشي معلوم دميتي الجراح
وتشطن خاطري وتغير يا زينة الزينات. وانت يا غالية غالية زايدة بالي، شوفي لحالتي ما تشكر يا فيقة البنات. وانت يا زاهية ناوية قتالي، ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش، ما نسمع لوم كسرتي الجنان. ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش، دشي معلوم دميتي الجراح. Alors, on s'est absenté quand même depuis le mois de juillet. Alors, on est bien sûr le 24 septembre de la station régionale d'Ora et toute l'équipe vous accompagne en cette matinée. Merci à eux d'ailleurs, depuis 5 h du matin, ils sont là. Et bon courage. Et bien sûr, comme je l'ai annoncé tout au début, c'est la semaine de la santé scolaire. Alors, il y a eu toute une semaine de sensibilisation, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est une très très belle initiative et bien réfléchie aussi, parce qu'il faut se remuer. C'est le moment de se remuer. Donc, nous sommes avec Monsieur Youssef Boukhari. C'est toujours un plaisir de le retrouver après quelques années d'absence. C'est le chef de service de la prévention de la DSP d'Oran. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation et bon retour parmi nous. Merci, bonjour. Je vous remercie moi aussi d'avoir invité et d'avoir choisi le thème de la santé scolaire. Ah ben, le thème, c'est vous. Hein. Vous nous avez un petit peu aidé à choisir cette thématique qui est très importante. Et d'ailleurs, cette semaine, ça a été la semaine de sensibilisation. Vous êtes même déplacé dans les écoles, dans les CEM, dans les lycées. Alors, il vous manque juste les universités. Donc, on va voir un petit peu avec votre programme. Donc, alors, quel est le programme de sensibilisation pour cette semaine ? Donc, bonjour tout le monde. Concernant la sensibilisation et le programme de la santé scolaire, c'est la santé de prévention. Donc, on a choisi 6 thèmes importants qui touchent notre société et surtout touchent nos enfants. Ces thèmes sont... Le premier thème, il est important, c'est le lavage des mains et la propreté. Oui. Parce qu'on constate, dès le début de la rentrée scolaire, on note une augmentation très importante des hépatites A, liées à la l'hygiène des mains. Donc, la santé, on appelle la maladie des mains sales. Donc, ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, on a choisi le surpoids et l'obésité, surtout chez les enfants, surtout chez les primaires, parce qu'on a constaté une augmentation de surpoids et d'obésité qui a atteint les 13% chez les primaires. La malnutrition. Oui, les 13% de surpoids et 9% d'obésité. Suite à la malbouffe, surtout le sabira ou l'oubja ou le goûter, voilà. Ces enfants qui les prennent. Et le troisième thème, c'est le brossage des dents, parce qu'on a... L'hygiène buccale. L'hygiène buccale. Donc on a constaté plus de 23% d'enfants jusqu'à l'âge de 10 ans qui ont des caries, minimum 3 à 4 caries par enfant. Donc, non soignés. Non soignés. Et le quatrième thème, c'est les écrans. Oh là là, oui. Ça, c'est un fléau d'ailleurs. C'est un fléau. Donc, les écrans, on a constaté plus de 27% d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans qui portent des lunettes ou sont malvoyants. Effectivement. Donc, oui. Des fois, ils ne se rendent même pas compte, hein, les parents ne se rendent même pas compte que leurs enfants ont un problème oculaire. Donc, les statistiques, probablement, donc d'ici 2030, probablement on aura le seuil de 30% d'enfants, donc jusqu'à l'âge de 15 ans, qui sont malvoyants. Le sixième thème, le plus important aussi, c'est le tabagisme et la toxicomanie. Oui. Donc, c'est ça les thèmes. On a ciblé cette année de la première semaine. Donc, la sensibilisation, elle va se poursuivre jusqu'à toute l'année. Donc, la première semaine, on a ciblé les classes primaires. On a ciblé 325 écoles primaires
qui vont être visités par nos équipes de santé scolaire qui vont sillonner toute la wilaya d'Oran, même les endroits les plus enclavés. Donc on va les prendre en charge. Et la sensibilisation, elle va poursuivre toute l'année, Inch'Allah. Donc, pas uniquement cette semaine, c'est-à-dire cette semaine, ça a été le démarrage beaucoup plus. Le programme de la santé scolaire, c'est le programme de la sensibilisation, c'est toute l'année. Donc chaque thème, il sera proposé lors pour les journées mondiales de la santé, les journées de la toxicomanie, les journées du diabète. Donc toute l'année, donc on fait la sensibilisation. On est au seuil de... D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale d'une des maladies très très rares, d'ailleurs. Les maladies rares. Aujourd'hui, je ne me rappelle plus du nom, d'ailleurs, mais aujourd'hui... Justement, et à partir dans une semaine, hein, oui. C'est l'Octobre Rose. L'Octobre Rose, aussi le 10 octobre, c'est la semaine de la santé mentale. Effectivement, donc, surtout la santé mentale. D'ailleurs, on va en parler dans un petit moment. Donc, quels sont les enjeux de prévention et d'éducation? Donc, l'enjeu de prévention, c'est de prévenir les maladies. Donc, le rôle de nos équipes, de prendre en charge les enfants en bas âge. Donc, afin d'éviter des complications des maladies chroniques. Parce qu'on a constaté l'Algérie, le diabète type 2, c'était à partir de 40 à 50 ans. Maintenant, on a constaté l'année dernière, on a dépisté 6 enfants entre 14 et 16 ans qui sont le diabète de type 2. C'est très très rare chez l'enfant. Ça, c'est dû à la malnutrition, plutôt à la malbouffe. Pas de malnutrition. On ne parle pas de nutrition, donc, on parle de bouffe. De bouffe, voilà. Donc, c'est la malbouffe. Donc, suite au fast-food, ces aliments, ces chips, comme vous avez cité au début. Donc, alors, Monsieur Boukhari, moi, c'est-à-dire, maintenant, ça me vient une idée en tête. Je ne sais pas si vous allez adhérer à mon idée, mais je pense que oui. Quand vous dites c'est la malbouffe, quand vous dites que les enfants, d'ailleurs le taux d'enfants qui ont eu le diabète de type 2, ça a augmenté quand même peut-être plus que la moitié. Hein. Oui. Donc moi je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les parents. Parce qu'un enfant, tu peux le maîtriser. Les parents peuvent maîtriser leurs enfants. Quand on fait des légumes, quand on fait par exemple une bonne ratatouille, on va dire, parce qu'elle comprend tout, déjà, il y a beaucoup de légumes, il y a une viande, il y a une protéine, il y a des légumes, des vitamines, il y a de la protéine, donc son assiette, elle est bien constituée. Oui. Donc il faut lui donner une petite assiette, il mange bien avec son pain, donc, mais qu'est-ce que comme on dit. Mais là, quand on voit des mamans, c'est vrai, on va dire, c'est tout à fait normal parce que là, elles risquent, c'est-à-dire, elles travaillent, elles n'ont pas le temps, ce n'est pas évident, mais il faut se consacrer aux enfants aussi. Parce que quand on laisse tomber ce point qui est très essentiel, le matin, quand j'emmène mon enfant, je le dépose au lycée, au CEM ou alors à l'école primaire, je lui achète en cours de route une petite flûte de galettes ou de gaufrettes, en plus avec un petit sachet de chips, avec un petit yaourt sucré, c'est bonjour. C'est bonjour. Oui. Je pense, une étude, on l'a fait en 2019 au niveau de la wilaya d'Oran, sur le sabira ou le goûter. Voilà. Donc on a constaté que les parents contribuent à ces phénomènes de santé. Voilà. Je vais vous expliquer. Donc, la plupart des parents, ce sont des couples qui travaillent. Effectivement. Donc, voilà. Couples qui travaillent. Donc, ils voient leurs enfants. Que l'après-midi. Que l'après-midi. Parfois après l'après-midi, donc jusqu'à 18h. Donc, ils lui donnent l'enfant, ils lui donnent parfois, ils n'achètent pas le goûter ou ils ne préparent pas le goûter de leur enfant. Voilà. Ils lui donnent de l'argent. Par exemple, je vous donne un exemple. Ils vont donner, par exemple, 200 dinars. 200 dinars le matin. Donc l'enfant, il va chez le kiosque qui est plus proche de l'école, il va choisir ses aliments. Ce que lui, il a envie de prendre. Donc une canette de limonade ou un jus, donc il contient 12 grammes de sucre. C'est l'équivalence, oui, effectivement, si ce n'est pas plus aussi. 12 grammes, une canette de 33 centilitres, c'est 12 grammes de sucre. 6 grammes de sel.
Les Oh boissons là. gazeuses, ben, les boissons gazeuses contiennent aussi du sel. Ouh là 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 là. Donc, une canette, une boîte de chips, donc elle contient plus de 8 grammes de sel Oui. et des sucres lents. Et parfois, ils achètent aussi une boîte de gaufrettes qui contient plus de 20 grammes de sucre. C'est du sucre blanc. C'est gras. Donc, C'est pas bon du tout pour la c'est pas santé. Cette étude, on l'a fait en comparatif avec le tabac chez l'enfant. Le tabagisme chez l'enfant. Donc, il lui reste un peu de sous. Donc, il va acheter une cigarette. Bah oui. Donc, on a constaté que les primaires, la 4e année et la 5e année primaire chez l'enfant, il y a plus de 9% d'enfants qui prennent minimum une cigarette par jour. Voilà le goûter, c'est-à-dire le phénomène qui est maintenant. C'est pour ça que vous avez bien précisé qu'il faut sensibiliser les parents. Mais les parents, ils prennent en charge leur enfant le premier jour, 3e jour, une semaine, mais c'est la durée. C'est tout au long de l'année. Donc, Oui, mais attendez. C'est pour cela, je voulais vous expliquer, c'est pour cela quand on a présenté cette enquête au niveau du ministère et au niveau de la wilaya d'Oran, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement, plutôt de l'éducation et les services du wilaya, ils ont pris en charge ce phénomène-là, ils ont fait, c'est les restaurations dans les écoles. La restauration des écoles qui prennent en charge les enfants, c'est-à-dire surtout les cycles primaires. Surtout dans les zones enclavées, les zones qui sont retirées un petit peu, où l'école est plus très loin un petit peu de leur domicile. Ça, c'est une bonne chose. Qui prennent en charge, c'est-à-dire la cantine scolaire. Donc, elle est revenue depuis 2020-2021, donc en masse. Cette année, probablement, la wilaya d'Oran, toutes les écoles primaires, ils vont être servis un repas chaud, pas froid, parce que quand ils présentent le repas froid, on n'a pas un petit peu changé un petit peu le rythme de... le rythme des vacances vers la scolarité, donc il y a une différence. Mais cette année, Inch'Allah Rabbi, donc toutes les écoles primaires, ils vont servir donc du repas chaud. Donc repas chaud, ils sont très riches. Donc c'est le menu qui va être, c'est-à-dire fait par les médecins de santé scolaire et le personnel de santé scolaire. Ils vont suivre ce menu-là. Donc le menu, il est un peu riche, surtout en légumes et fruits. Et maintenant, on sensibilise les parents de ne plus donner le sabira chez leurs enfants. Pour leurs enfants, Inch'Allah, donc on aura probablement des suites favorables contre ce fléau-là. Ben oui, parce que là, vraiment, je suis désolée, je vais un tout petit peu attaquer les parents. Donc, il faut être vraiment présent pour les enfants. Oui. Même si l'année scolaire est longue, il faut être vraiment présent pour les enfants. Parce que nous, on a eu nos parents avec nous. Oui. Donc, ils nous ont un petit peu... Bon, ils ont vraiment contribué à notre alimentation, à notre éducation, à notre suivi scolaire, etc. Donc, faites de même pour vos enfants. Parce que là, c'est la santé qui en prend un gros coup et c'est pas bon du tout. Hein. Donc, alors, et quels sont les objectifs de cette santé, de cette semaine de la santé scolaire? Donc, les objectifs d'avoir, c'est-à-dire les mêmes statistiques que l'année dernière. On ne veut pas qu'on aura une augmentation parce que chaque année, on a des pathologies chroniques qui augmentent. Oui. Donc, surtout la santé bucco-dentaire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit صحتك تبدأ من فمك. Donc, le bucco-dentaire, donc il y a beaucoup d'organes qui vont être touchés par la carie dentaire. À commencer par le cœur. Voilà. C'est le RA, le rhumatisme articulaire aigu. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Le problème gastrique, toutes les pathologies gastriques liées à la carie dentaire. Donc les allergies chez les enfants suite à suite à la carie dentaire, surtout les rhinites allergiques qui prennent de l'ampleur. Une ampleur très importante. Ça, c'est le but. Notre but, c'est c'est-à-dire d'avoir un enfant sain minimum jusqu'à l'âge de 30 ans à 40 ans. Donc, oui. Pour éviter des complications de d'autres maladies qui vont apparaître suite au nombreux âges du dent ou la mal prise en charge de la bouche de l'enfant. Ça, c'est notre objectif. On a équipé, jusqu'à maintenant, à la wilaya d'Oran, on a équipé plus de 17
UDS, c'est l'unité de dépistage et de suivi qui est située au niveau des lycées et du CM par des fauteuils dentaires. Donc, c'est bien ça. Pour ne pas avoir l'absentéisme de l'enfant, le rendez-vous qui est loin, parce que dans les polycliniques et chez les privés, et suite à la cherté de la prise en charge de la carie dentaire. Oui. Donc, cette année, on a, avec M. le DSP, donc, on a pris en charge 17 UDS les fauteuils sont installés. Donc ils n'ont plus toute la prise en charge, elle est prise en charge par la direction de la santé. C'est-à-dire même les produits, c'est-à-dire pour les soins, ils ont pris en charge par la direction de la santé, pas par la direction de l'éducation, mais par la direction de la santé. On a renforcé, l'année passée, on a vu 65 chirurgiens dentistes, maintenant, on les appelle maintenant les médecins dentistes. Donc cette année-là, on a 85 médecins dentistes généralistes. Dans les établissements. Et 7 spécialistes au niveau bucco-dentaire. Ça, cette année, ils vont prendre en charge tous les enfants scolarisés. On va commencer par l'âge primaire, parce que c'est très important. Parce que les dents de lait... en bas âge. En bas âge. Donc, notre rôle maintenant, c'est de conserver les dents de lait jusqu'à l'heure, c'est-à-dire... jusqu'au moment où il tombe et il change de dentition. Parce que quand on lève maintenant une dent de lait, elle est remplacée par une dent permanente, donc elle va être carriée le plus vite possible. Effectivement. Donc c'est notre but maintenant. Ça, c'est le plus important. Le brossage de dents, tout simplement pour qu'il puisse régler le problème, le vrai problème de carie dentaire. C'est ça le but pour éviter beaucoup de pathologies liées à la santé bucco-dentaire. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Youssef Boukhari. Je le rappelle que vous êtes chef de service de prévention j'allais dire à la station d'Oran. Voilà, ben oui, hein, vous faites de la sensibilisation. Donc, à la DSE, à la direction de la santé de la population de la wilaya d'Oran. Donc, merci beaucoup. Et bien sûr, nous sommes à la rentrée, la semaine de la rentrée scolaire, la semaine de la rentrée sociale aussi. Donc, je vous invite à suivre un reportage réalisé par notre amie journaliste de l'information, Sofiane Mouknine, lecture Selim Skandar, et on se retrouve juste après sur la rentrée universitaire. La rentrée universitaire bat son plein. À la faculté de droit et des sciences politiques à Oran, un grand nombre d'étudiants reprennent le chemin des amphithéâtres pour entamer une nouvelle année universitaire. الحمد كان الدخول الجامعي موفق ان شاء الله يكون موفق واستقبلنا احسن استقبال وان شاء الله المزيد من النجاحات وان شاء الله يكون العمل تاعي ان شاء الله موثقه باذن الله. كان التسجيل يعني غايه وكاع اختاريت تخصص حقوق لانني منذ كنت صغيره احب هذا التخصص واتمنى اني ننجح فيه ونتمنى النجاح لجميع الطلبه. الحمد لله زعما كي ديت الباك خرج لي هو الاول زعما في لي جو وشغل ما ترددت واختاريته هو الاول. C'est un retour marqué par la motivation. Chacun aborde ce nouveau cycle avec l'espoir d'enrichir ses connaissances et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir. خلال هذه السنة سنستقبل حوالي 27,000 طالب، من بينهم أكثر من 5,000 طالب جديد في مختلف تخصصات لجامعة وهران 2، والتي تدعمت بتخصصات جديدة منها تكوين في اللغة الإيطالية، تكوين طلبة المدرسة العليا للأساتذة، ومختلف ماستر في الماستر مهنية. L'université d'Oran, forte de près de 200 spécialités et du recrutement d'une trentaine de nouveaux docteurs, confirme ainsi son engagement pour un encadrement académique toujours plus performant. Moi, je commence toujours avec mes invités. Ça, c'est un défaut que je ne peux corriger. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Foued Boukli Hassan, directeur de l'École nationale polytechnique Maurice Audin d'Oran, alors est présent avec nous. Il répond toujours présent. Il dit toujours oui. Il n'y a aucun souci, je viens. Mais cette fois-ci, il n'est pas venu seul, puisqu'il est accompagné de M. Lemine Sedar. Alors vous êtes ingénieur principal du Fab Lab. Bonjour, messieurs. Bonjour, chère madame. Merci beaucoup pour votre invitation et nous sommes toujours honorés d'être présents parmi vous. Merci. Et c'est à travers Ilyes Benziyen, alors c'est lui qui prend le relais après de Serine Arwa, eh bien,
on lui dit marhaba bik. Marhaba bik dans tes nouvelles fonctions, parce que c'est lui quand même qui fait des efforts pour nous ramener ces beaux plateaux constitués de bons invités. De toute façon, on essaye un petit peu de travailler dessus. Eh bien, alors quelles sont les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions? Merci beaucoup, chère madame. Donc, j'ai le plaisir avec mon collègue M. Sadek Lamine qui occupe la fonction d'ingénieur principal au sein du Fab Lab à l'École nationale polytechnique. Donc, bien sûr, comme on a l'habitude de le faire chaque année, donc les mesures préparatives concernant la rentrée universitaire 2025 cette année, 2025-2026. Donc, il y a eu sur différents plans pour les préparatifs, concernant d'abord sur le plan logistique. Donc, nous avons travaillé durant l'été pour préparer surtout l'entretien. Vous n'êtes pas du tout arrêté. Oui, de l'entretien. Donc, il fallait préparer la logistique, l'infrastructure. Ça, c'est très important pour accueillir dans les bonnes conditions nos chers étudiants aussi. Bien sûr. Et puis, donc, il y a le volet administratif de la chose qu'on doit, bien sûr, très important pour les inscriptions, et donc tout était prêt avant la date de lancement officiel de la rentrée qui s'est déroulée le lundi 22 septembre au niveau de notre école et à travers tout le territoire national, qui a été inauguré officiellement par Monsieur le ministre. D'accord, au niveau du CSMCNet, que nous avons participé, qu'on a eu l'honneur d'être invité de D'ailleurs, participer. vous y étiez. Ah oui, d'accord. Et puis, chaque établissement avait la vocation propre, sans cachet, pour lancer cette rentrée universitaire avec, si vous voulez, des directives strictes de la part de la tutelle. Et surtout, cette année, pour enclencher le deuxième point, qui est maintenant la valorisation, l'entrepreneuriat, la numérisation dans un cadre, dans des enjeux cruciaux, notamment dans le cadre les priorités nationales, que ce soit la transition numérique, que ce soit la transition énergétique, que ce soit dans la sécurité de l'eau. Ouais. Et bien sûr, dans les technologies avancées, donc on doit être au diapason avec tout ce qui se passe maintenant avec l'enjeu mondial. Donc on doit être au diapason. Et puis, bien sûr, mettre le paquet sur l'entrepreneuriat et la valorisation du produit réalisé par nos étudiants dans le cas, par exemple, des projets fin d'études. En parallèle, l'État a mis en place des mécanismes et des dispositifs qui doivent accompagner cette démarche, notamment le Fab Lab. Et tout un Alors, process... qu'est-ce que déjà le Fab Lab? Parce que moi, je n'ai pas compris un petit peu. Alors, quand on m'a dit les ingénieurs et puis du Fab Lab, je me suis dit... D'ailleurs, j'ai posé la question à Ilyes Benzien. Je lui ai dit, mais c'est quoi le Fab Lab? Il m'a dit, alors écoute, il va venir demain, tu vas lui poser la question, tout simplement. Je vais juste définir du point de vue administratif le volet technique. Oui, voilà. Le côté académique, c'est vous, alors. Donc, sur le plan, comme je l'ai mentionné, pour accompagner nos chers étudiants, il y a des mécanismes. Donc, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Alors, le Fab Lab, c'est tout simplement, si vous voulez, c'est l'usine, si vous voulez, entre guillemets, l'usinage qui fait du prototypage au niveau de l'école. Ça y est, je comprends. Voilà. Là, alors à ce moment-là, donc, il faut avoir des compétences. D'abord, il faut avoir la stratégie, bien sûr, mais il faut avoir des compétences. À ce titre-là, nous avons recruté notre cher étudiant qui est l'enfant de l'école. Donc, c'est justement, un produit j'ai eu un petit peu, je me suis imaginé cela parce que là, un jeune qui est à la tête du Fab Lab, voilà. Donc ce n'est autre qu'un étudiant de l'école nationale polytechnique Maurice Audin d'Oran. Donc, et en plus de ça, c'est une chenille parce que voilà, vers la fin de l'année, on y trouve des pépites, beaucoup de projets
qui sont très intéressants d'ailleurs. Absolument, On les a reçus d'ailleurs. À chaque fois, vous nous envoyez des jeunes qui font des inventions incroyables. C'est-à-dire l'esprit innovant, il doit être inculqué au sein de notre étudiant dès la première année. Voilà. Et ça, c'est une vision de toute l'équipe de l'école. Pas uniquement moi, mais toute l'équipe. Vous êtes à la tête. Voilà, toute l'équipe de l'école. Si vous dites non, c'est non. Hein. Non, c'est toute l'équipe qui converge dans la même démarche et dans le même esprit, d'accord, pour lancer et valoriser nos projets fin d'études, c'est-à-dire nos produits issus des projets fin d'études. Et donc, commençons par le prototypage. Ça, c'est très, très important parce que c'est quelque chose qui est physique, parce que ça réel, démarre à partir de ça. À partir de là-bas. Et c'est des prototypages qui doivent répondre à un besoin du marché. Ouais. D'accord, un besoin du marché. Alors, à ce titre-là, pour accompagner nos chers étudiants, donc il faut un dispositif. Ce dispositif qui est le Fab Lab qui doit accompagner. Et donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Très bien, donc à vous alors. Pour nous de présenter le volet technique, quels sont les objectifs. Bon, le Fab Lab, abréviation Fabrication Laboratory. Cette année, nous avons lancé 3 projets dans le Fab Lab. Premièrement, un projet de simulateur de vol. Deuxièmement, un projet de drone. Et troisièmement, une imprimante 3D haute gabarit pour la fabrication des accessoires et des donc, tout ce qui est d'actualité d'ailleurs. Voilà, nous avons cette année 3 projets, mais chaque projet, nous avons un autre projet. Oui. Donc, en réalité, on a 7 projets. Le simulateur de vol, on va faire un projet. Alors, quand vous dites simulateur de vol, c'est-à-dire le vol de quoi? C'est un cockpit. Ah, d'accord. De simulation. Ah, d'accord, de vol. Cockpit. Moi, je pensais que c'était le vol. Non, simulation de vol. Simulateur de vol, c'est un cockpit. Oui. Nous avons la formation ou même le recyclage pour les pilotes de ligne. C'est bien. Voilà. من السيميلاتور دو فول من هذا البروجي نخدموا ان اوتر بروجي اللي هي صناعه او بيان لا فابريكاسيون دو لافيون المام. Nous avons un projet de fabriquer. Là, c'est que vous avez une vision très lointaine aussi. Hein? Bien sûr. Chaque projet, من هذا 3 projets, عندها projet associé. Très bien. Le simulateur de vol, عندها un projet associé اللي هو fabrication d'avions ULM ultra léger moteur à 4 places ou bien à 6 places. Le deuxième projet, c'est le... Et ça va être fabrication algérienne. Algérienne, bien sûr, algérienne. Très bien. Le deuxième projet, c'est le drone. صناعة مسيرة. Drone, نقدر نخرجوا منها un deuxième projet اللي هو fusée. صناعة صاروخ قصير المدى موجه. Voilà, هذه هي. Troisième projet, c'est une imprimante 3D haute gabarit كبيرة. On peut l'utiliser pour la fabrication des pièces, non seulement mécaniques, mais des pièces pour les accessoires automobiles. من هذا البروجي يخرجنا un autre projet جديد اللي هو imprimante 3D pour les bétons ولا pour côté génie civil, voilà. Donc on parle plus de 3 projets, mais on parle de 6 ou 8 projets. Voilà. De 6 projets. Cette année, on a lancé 3 projets. On va les compléter, Inch'Allah, les 3 projets complémentaires l'année prochaine. L'année prochaine, Inch'Allah. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Parce qu'au début, quand vous m'aviez dit vol, moi je pensais que c'était le vol, peut-être que c'est un système d'alarme un petit peu amélioré ou un truc comme ça. Mais là, quand vous me dites c'est de vol, c'est un cockpit que vous avez imaginé, bon, on va dire que vous allez fabriquer, c'est-à-dire que dans quelques années, il y aura une équipe de jeunes étudiants qui pourront éventuellement fabriquer carrément un cockpit, un vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser ou monter un grand avion, pourquoi pas, de toutes les façons. Oui, il a l'expérience dans ce cadre-là parce qu'il a monté un simulateur de vol en 2018 dans un cadre de projet fin d'études qu'il a fait en 2018 à l'École nationale polytechnique d'Oran. Oui, au sein de l'école. Cette année, on va le relancer, on va le moderniser si vous voulez. C'est-à-dire une nouvelle version. Voilà, la nouvelle version. Là, je suis agréablement surprise. Et même M. Loueli, la fois passée, il a vu l'état d'avancement de 50%
au niveau de l'École nationale polytechnique. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir, parce que quand on voit la jeune génération faire ça, c'est-à-dire on a vraiment confiance. Hein. Demain ou après-demain, notre pays, il va être vraiment producteur, peut-être, pourquoi pas, producteur d'avions, pourquoi pas. Hein. Donc ça, c'est quand même encourageant. Ah oui, absolument. Ça, c'est quand même encourageant. Et à encourager aussi. Ah hein. oui, absolument, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un écosystème pour encourager et motiver les étudiants, bien sûr, s'impliquer. Des changements dans le calendrier académique? Bon, donc on a fait le plan d'action dans le sens, on a mis, comme on a l'habitude de le faire, chaque début d'année, on fait un plan d'action annuel sur le déroulement, le nombre de semaines réalisées, la date pour les examens, du premier semestre ainsi que pour le deuxième semestre, et bien sûr prévoir les dates pour les soutenances, etc. Mais l'avantage cette année qu'on doit, comme je l'ai mentionné, c'est-à-dire on va renforcer non seulement sur la valorisation de ce type de projet, mais aussi on doit mettre les bouchées doubles, surtout dans le cadre de l'intelligence artificielle, maintenant, qui est maintenant à la mode et c'est quelque chose... Qui a pris du terrain carrément. Absolument. Donc, si vous voulez, touche dans tous les domaines. Et donc, on est obligé de prendre le train, sinon ça va pas. Et comme une école polytechnique, on est obligé d'être présent, d'être toujours dans les notions d'actualité, et puis renforcer nos compétences vis-à-vis pour le parcours académique de nos étudiants dans leur formation. Voilà, c'est ça le gros. Très bien, très bien. Donc, merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir. Franchement, parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, des nouveautés à l'École nationale polytechnique, comme Saha. Et puis, je vais vous dire à vous, surtout, Monsieur Lamine Sadak, bon vent. Vraiment bon vent pour vous et pour vos projets. Alors j'espère que vous serez avec nous dans quelques mois après le lancement vraiment et l'installation de ces jeunes au Fab Lab. Donc on aimerait bien avoir quand même une suite, avoir des nouveautés, des nouvelles aussi. Donc pardon? Merci beaucoup, Monsieur Hassan, Monsieur Fouad Boukli Hassan. C'est un plaisir à chaque fois vous venez alors et vous nous ramenez quand même des pépites comme vous l'avez fait avec Monsieur Lamine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Alors une pause musicale qui tombe à point nommé. Alors une très belle chanson sur la Palestine. Alors quand on parle de Palestine, c'est un pas. C'est un vrai pas diplomatique qui s'est déroulé cette semaine où plusieurs États internationaux de grande puissance qui ont reconnu l'État palestinien. Ça, c'est très beau. On est palestinien dans le cœur, on est avec nos frères palestiniens et puis la Palestine, c'est dans le cœur. Je vous laisse avec cette pause musicale qui s'impose pour l'occasion. On se retrouve juste après. هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة حل فلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهانا هلا والله ويا هلا هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة حل فلسطين المهيوب من في الدنيا هلا والله ويا هلا أكملا هلا والله ويا هلا هلا والله ويا هلا
هلا والله ويا هلا. هجران الوطن على نار وسواني، يا حزن ما عاد تعرف سواني، يا هالزمن لو ترجع بس ثواني لازرع قدامي جوا التراب. Belle chanson au rythme palestinienne par la belle voix palestinienne Mohamed Assef. Alors je voulais juste rajouter une petite remarque pour vous, chers amis du matin qui venez juste de nous rejoindre. Alors je dirais qu'il est 9h moins 20 exactement, donc 8h43. Et là je dis, et je suis très contente d'ailleurs de l'exprimer, 151 États qui ont reconnu l'État palestinien. Une reconnaissance qui a commencé ici même par l'Algérie, un certain 15 novembre 1988. Qu'est-ce qu'elle est belle, l'Algérie! Eh bien oui, nous sommes là, aux côtés de nos amis, de nos frères, de notre famille très rapprochée palestinienne. On est là et on restera avec vous jusqu'à la fin, Inch'Allah. De toute façon, la fin approche. En arabe, le faraj an qarib, Inch'Allah, ya Rabbi. Alors, comme je l'ai annoncé tout au début, et on reçoit un homme que vous avez l'habitude de voir ici même au Bonjour d'Algérie. C'est monsieur Adnan Hajmouri, il est auteur. Alors aujourd'hui, il nous vient pas les mains vides, alors les mains belles et bien pleines, avec l'intelligence artificielle quintée hégémonique de la réification. Bonjour. Bonjour madame. Très heureuse de vous retrouver. Réciproque. Merci beaucoup. Alors, c'est un ouvrage qui tombe à point nommé avec l'intelligence artificielle, qui a pris du terrain, qui a pris beaucoup de... D'ailleurs, maintenant, ça parle d'hôpitaux aménagés que de robots, médecins robots, personnel médical, administratif, que des robots. Maintenant, ça parle aussi d'animateurs télévision robots. Ça parle maintenant même... j'ai vu dernièrement sur le net qu'il y avait même des fabrications de femmes robots pour se marier avec les humains. Donc là, c'est vraiment, ils sont allés très loin. Très loin, ouais. C'est juste pour vous dire que l'intelligence artificielle a pris vraiment du terrain, je n'adhère pas. Donc, alors, quelles sont on va dire, les conditions d'écriture de l'ouvrage? Alors, tout d'abord, que cet échange allume une braise humaniste et dans le sens, pour parler de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faudrait, de prime abord, commencer à définir le cadre global dans lequel s'inscrit la philosophie, parce qu'on ne peut pas vraiment cogiter l'intelligence artificielle sans qu'il y ait une dimension philosophique. Et une des définitions, je dirais que philosopher, c'est consentir à son symptôme pour comprendre et décrypter l'imaginaire dans lequel s'inscrit cette intelligence artificielle.
Maintenant, c'est vrai que ça devient, c'est un phénomène qui fait florès quand on aborde la question de l'intelligence artificielle, parce que ça touche beaucoup de domaines. Mais moi, dans mon bouquin, j'ai essayé de travailler sur la dimension critique, comme quoi que l'intelligence artificielle ne doit pas être un satisfecit idéologique seulement. On doit vraiment faire preuve de critique à l'égard de cette intelligence artificielle, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on ne peut pas faire abstraction de l'humain et de sa causalité psychique. Donc l'être humain, par sa perfectibilité, façonne à son imaginaire, et mettre en valeur l'intelligence humaine permet à l'individu de rompre avec les routines d'obéissance, mais en même temps de ne pas être esclave de la réification. Et c'est là où on peut faire la distinction entre, et dialectiser même, l'imaginaire technologique. Parce qu'on ne peut pas parler uniquement de l'intelligence artificielle sans passer par la technologie. Qu'est-ce qu'on entend par technologie? Qu'est-ce qu'on entend par progrès? Et c'est là où il y a des auteurs tels que George Orwell, des penseurs et des psychanalystes, des philosophes qui ont déjà analysé ce phénomène. Comment analyse-t-on le progrès? Par exemple, je peux citer l'écrivain Rabelais quand il disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment déceler les enjeux de l'intelligence artificielle, comment l'analyser comme étant une langue d'Ésope. D'ailleurs, on commence, pardon de vous avoir un petit peu interrompu, d'ailleurs on commence à être addict à cette intelligence artificielle. Hein. Parce qu'on est en train d'idéologiser cette intelligence artificielle. Et donc, voilà, pour revenir à la dialectique, comment peut-on dialectiser l'apport, le support de la technologie pour dire que c'est une langue d'Ésope? Il y a un effet progression, il y a un effet régressif. Et comment l'être humain, par le biais de sa perfectibilité, par le biais de son bon sens, pour revenir un peu à ce que disait Descartes, analyse cette intelligence et ne pas être dépendant et elle ne doit pas infantiliser l'espèce parlante, parce qu'on est des êtres de langage, tout d'abord. Vous savez, alors vous êtes en train de me parler, mais là j'ai interpellé une phrase qui m'a un petit peu emmené loin, un petit peu, de vous d'ailleurs, pourtant vous êtes juste à côté. Donc, l'élan créatif, vous avez mis 2 points, réflexion, culture et subjectivité. Voilà. C'est ce qui m'a attiré, et ce que j'ai aimé aussi, c'est le début de l'ouvrage. Ça, c'est le début de l'ouvrage. Parce que le conditionnement humain passe par la réflexion, passe par le questionnement, passe aussi par l'élan vital de la pensée. L'être humain est un être qui pense, qui réfléchit, qui rompt avec les certitudes aussi. Donc du coup, faire preuve d'ingéniosité et d'habileté, c'est dire que nous sommes des êtres de réflexion et nous sommes des êtres pluriels. Et je rajouterai un concept qui est vraiment important, c'est penser par individuation. C'est là où il y a la singularité du sujet. Parlons. Alors, avant de poser une autre question, c'est-à-dire quelle est la structure de l'ouvrage? Parce que quand je l'ai feuilleté un petit peu là maintenant, c'est qu'il y a plusieurs points qui m'ont interpellée et que je vois qui sont un petit peu, vos idées se sont mélangées un petit peu avec de la philosophie, si j'ose dire, si j'ai bien compris d'ailleurs. Donc, essayez un petit peu de nous expliquer la structure de cet ouvrage. Parce que cet ouvrage, il n'est pas uniquement philosophique, il n'est pas uniquement, on va dire, je ne sais pas comment je vais m'exprimer là, il faudrait que je m'exprime juste littéraire, on va dire. Oui. Donc vous avez un petit peu, vous avez fait le tour de plusieurs points
pour arriver à ça. Oui. Donc, est-ce qu'on peut connaître un petit peu cette structure bien que sûr, vous avez bien utilisée dans cet ouvrage? Bon, à la base, c'est que j'avais participé à 2 conférences. Donc, une conférence, c'était par une visioconférence avec des chercheurs à Paris. Donc, j'avais intitulé pas d'intelligence artificielle sans causalité psychique. Et c'est là où, quand je commençais à vraiment réfléchir sur cette question, je me disais que ça embrasse tous les domaines. On ne peut pas vraiment exclure. Ça peut parler aussi de littérature, parce que comment peut-on appréhender l'acte de l'écriture par rapport à cette intelligence artificielle? Et quand on aborde, quand on met en relief la question de l'écriture, on met en valeur la pulsion dionysiaque chez l'être humain. Donc, et l'écriture, déjà, elle ne peut pas être uniquement dans l'artificialité. C'est une création psychique. Donc, ça aide toute personne à faire preuve de subjectivité et de dynamiser son élan réflexif. Et donc, je me suis dit, je vais commencer déjà parce qu'il est trop facile et pour un peu sortir des sentiers battus et dire que on va aborder uniquement la question de l'intelligence artificielle, il faut commencer déjà par décrypter ce qu'on entend par technologie et progrès. Voilà, parce que là, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que est-ce qu'on peut actuellement mettre en doute l'intelligence humaine? Parce que généralement, l'intelligence artificielle est en train de soutenir, on va dire, ou alors guider l'intelligence humaine, ou alors c'est une réciprocité? Ça peut être une réciprocité dans le sens où, au risque de me répéter... Que l'intelligence artificielle, déjà, elle a été créée par l'humain. Bien sûr, voilà. Et donc, au risque de me répéter, je dirais toujours que tout dépend de l'utilisation créatrice de cette intelligence. Elle peut aider l'être humain, mais si on reste vraiment dominé et elle va nous infantiliser, elle favorise un certain dogmatisme et... ce qui aboutit à une forme hégémonique. Juste une toute dernière question. Alors, quelle place reste-t-il à l'humain, justement, actuellement? Parce que, on va dire, même les enfants en bas âge, ils font appel à cette intelligence artificielle. On est en 2025. Déjà, ça parle d'hôpital en Chine. C'est un hôpital qui a été, d'ailleurs, il a ouvert ses portes dernièrement, uniquement par des robots gérés, uniquement par des robots. D'ailleurs, certainement, vous êtes au courant de ce qui se passe. Donc, et puis, le monde entier est en train de tourner autour de cette intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'il reste une place à l'humain dans cette intelligence artificielle? C'est une lutte permanente. C'est une lutte permanente parce qu'on est dans les dérives idéologiques de cette intelligence artificielle. Et donc, on essaie d'annihiler la position humaine. Et c'est là c'est ce qui est grave, parce que même par rapport, vous avez évoqué la question de l'enfance, oui, on est en train d'asservir l'imaginaire même des enfants par cette intelligence et par cette technologie. Je reviens toujours à déterminer les causes et les effets de cette technologie. Donc il faudrait une utilisation rationnelle pour pouvoir être en harmonie soit avec l'intelligence artificielle, quel est l'impact de l'intelligence artificielle, et on ne peut pas vraiment pervertir l'intelligence humaine au détriment de cette intelligence artificielle, parce que quand on parle de intelligence artificielle, il y a l'artificialité. C'est artificiel. Oui, c'est artificiel. Et donc, en plus de ça, il ne faut pas oublier aussi qu'elle a été régie par une imagination bien sûr, et par une humaine. Moi, quand je discute avec des amis ou bien avec des collègues concernant l'intelligence artificielle, je leur pose une seule question. Que signifie parler? Alors, c'est là où on peut faire la distinction entre comment peut-on lutter contre cette intelligence artificielle, une intelligence où on peut lutter contre l'artificialité, on peut lutter contre l'algorithme. Or que parler, il y a une fonctionnalité chez l'agir dans l'agir. Chaque personne porte en lui l'humanité. Donc, il favorise le dialogue, l'interaction, l'altérité.
Or que dans l'intelligence artificielle, elle ne lit pas entre les lignes et elle n'est pas dans l'altérité. Effectivement. Ce qui veut dire que, en conclusion, que l'humain, c'est lui qui vient au-dessus de l'intelligence artificielle. Et c'est là où le philosophe Rousseau disait qu'il y a la perfectibilité. Jean-Jacques Rousseau, oui. Et pour revenir aussi à la question des hôpitaux, et maintenant il y a une des dérives, c'est que même dans la pratique des soins psychiques, on utilise une certaine thérapie digitale, et ce qui est vraiment désastreux. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Adnan Hajmouri pour votre présence avec nous et de nous parler un petit peu d'intelligence artificielle. Alors un ouvrage qui est sorti dernièrement, donc c'est bon d'ailleurs de l'avoir chez nous, de lire aussi pour qu'on puisse un petit peu comprendre que l'intelligence artificielle vient après l'intelligence humaine. Moi c'est ce que je me dis ça, parce que l'intelligence artificielle a été créée par l'humain. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un break musical tout de suite avant la nutrition. Et au début de nutrition, de la semaine de la santé scolaire, eh bien c'est très très important la nutrition, que ce soit pour nous, que ce soit pour les enfants. Donc la nutrition c'est impératif. Donc on a essayé d'allier deux domaines. Aujourd'hui, on n'a pas uniquement Bouchara Belaïfa qui vient à chaque fois, qui répond présente et qui vient nous donner des conseils, mais seulement il y aura aussi un chef avec elle que vous avez vraiment le grand plaisir, vous, avec moi bien sûr, c'est toujours bon de le recevoir sur le plateau, c'est M. Bouziane Derbouz Darawar. Alors lui, il nous faisait de bonnes recettes à un certain moment. Ensuite, il a été absent parce qu'il a fait d'autres formations, il a dû voyager et tout. Et bien sûr, avec Bouchara qui est là. Bonjour. Qui va nous accompagner en cette matinée. Bonjour. Alors, ça m'a manqué le plateau déjà pour commencer. Ravi de te revoir déjà. Tahashtina. Comme bien sûr. Ravi de te revoir sur Sunsia. Donc, moi aussi. Ça m'a fait énormément plaisir. Et ça m'a fait plaisir aussi de revenir pour parler justement de la rentrée, parler des enfants. Donc, parler de leur alimentation. De leur alimentation, bien sûr. Alors, quels sont les besoins nutritionnels là, alors, bien sûr, les besoins nutritionnels d'un enfant, quand on parle de généralité, c'est une alimentation équilibrée tout court. Donc, ils ont besoin. Alors, quand on parle une alimentation équilibrée, c'est quoi? Donc, parce que là, il faut vraiment détailler, parce que je pense qu'il y a des personnes même qui ne comprennent pas. Je ne généralise pas, parce que des fois, même moi, je pense que c'est une alimentation équilibrée quand il y a de la friture, quand il y a, par exemple, un bon hamar avec des frites, je me dis que ça, c'est une bonne alimentation, alors que je suis complètement à côté de la plaque. Donc, si on veut parler d'alimentation équilibrée et bonne, on va parler d'une assiette bien composée. Donc, qui se compose de tout ce qui est fibres alimentaires. Donc, on va parler beaucoup plus de tout ce qui est légumes, protéines. Donc, souvent, c'est tout ce qui est viande, poulet ou des œufs, poissons, exactement. Exactement. On va parler du bon gras, qui peut être sous plusieurs formes, mais dans la majorité des cas ici, c'est beaucoup plus l'huile d'olive, donc c'est le bon gras, et des glucides. De préférence des glucides complexes qui vont nous donner de l'énergie à long terme. Donc nous, on mange beaucoup de pain, on peut dire, donc on peut remplacer le pain, notre pain avec la farine blanche, avec la farine complète, justement. Effectivement, et ça peut consister à un bon plat complet, donc un bon repas complet, ou de préférence, notre assiette doit se composer de beaucoup de légumes, justement pour avoir notre dose de vitamines, de minéraux, etc. Et même un fruit aussi, surtout pour les enfants, même pour nous, hein, pas que pour les enfants. C'est très bon d'ailleurs, les fruits, c'est la saison. Exactement. 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 Donc c'est ça, on va dire, une assiette équilibrée qui va changer d'une personne à une autre selon les besoins, donc selon les besoins caloriques ou en grammage. D'ailleurs, voilà, quand on parle de fruits et légumes, alors voilà, on a ça sur les images. Exactement. On a notre dose, exactement. Donc, si je suis venue ici, c'est justement pour mettre la lumière sur, vu que c'est la semaine de la rentrée, pour mettre la lumière sur les enfants, leur alimentation, parce que je reçois des enfants, je vois des exemples
concrète chez moi, enfin au cabinet, et je vois qu'on mange très mal. Donc parfois c'est je comprends que les mamans parfois elles peuvent ne pas avoir le temps et tout. Je suis tout à fait compréhensive, mais quand même on doit faire attention parce que c'est justement la cause des maladies, la cause de l'obésité surtout, qui ne cesse d'augmenter. Le diabète. Exactement, le diabète. Donc qui dit justement obésité dit diabète. Donc voilà, on doit faire un peu plus attention. Je voulais aussi parler de les collations. Donc, je voulais je voulais vraiment mettre la lumière sur ça. Nous, quand on entend collation de 10 heures, bon, moi je dis aux parents, si on mange bien le matin, c'est pas la peine de faire des lunchs vers 10 heures. Exactement. Ça, c'est si l'enfant mange très bien. Après, si ce n'est pas le cas, vaut mieux aller vers quelque chose de bien. Donc, moi, je remarque que les parents, par exemple, ils passent par un kiosque, ils achètent des chocolats, du lait aromatisé, exactement, très très sucré. Donc, le problème avec ces collations justement très très sucrées, c'est qu'ils vont nous donner un effet, on va dire, contraire, car au lieu de nous donner de l'énergie, l'enfant va se déconcentrer. Il va perdre son énergie parce que les collations très très sucrées vont créer des pics de glycémie. Et une fois que la glycémie va commencer à chuter, exactement, on va commencer à ressentir de la faim. De la faim et de la fatigue aussi. De la fatigue, exactement. Exactement ça. Donc moi, je suis venue ici justement pour donner un petit conseil. Donc avec le monsieur, j'ai vu qu'il nous a préparé moi, je vais dire que c'est une collation parfaite. Alors, on va lui poser la question, qu'est-ce qu'il nous a préparé pour la collation parfaite? Parce que là, vous êtes vraiment en symbiose avec la nutritionniste. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire... On est content de te recevoir. Merci beaucoup. وعودة دراسية موفقة. كما كنا نهضروا surtout الصباح البزوز وكاع كنا نشوفوه دائما يعطوهم 2000 ولا 5000 يروحوا يشروا ديريكت من الحانوت صراحه ما فيهم حتى فايده كسوا لي جو ولا هذوك كاليطا ولا كوفريت يقدروا يحضروا لهم هكا دي صالي ميم دي ميني كوكيز ولا يقدروا ميم يديروا كونتيتي كبيره كيما لي ميني كوكيز يخلوهم في الكونجيلاتور الصباح غير يطيبوهم ديجا ما يدوش بزاف وقت ميم با 15 مينوت هما طابوا يديروها لهم في لانش بوكس يقدروا ميم يديروا لهم دي مافن صالي فيهم بيض طون فروماج لي مافن صالي يقدروا يديروا فيهم اي حاجه ميم خضره باغ اكزومبل ما عندهمش طون يقدروا يديروا خضره مشويه دو كاروت دو كورجيت كاع هذوك يديروهم معاهم الداخل ويزيدوا معاهم فروماج زيتون كما درت فيهم فروماج زيتون طون ودخلهم يطيبوا ثاني ويجي حاجه شابه يزيدوهم معاهم فروي على حسب لي فروي اللي يكونوا كاينين في لا سيزون et en plus ça cale. Exactement. En plus, ça cale. On peut remarquer aussi qu'il y a des noix. Donc, on a la... Voilà, j'ai vu qu'il y a des noix. Exactement. C'est une composition parfaite où on allie les protéines, justement, qui sont dans les muffins. Donc, même la pomme, on a des fibres alimentaires. Avec du... Surtout que c'est la saison de la pomme. Exactement. Avec du fructose. Et même pour les noix, c'est du bon gras. Il faut savoir que c'est du bon gras et ça peut aider énormément. C'est excellent, moi je dirais c'est excellent comme collation. Et justement, l'enfant ne va pas avoir faim, ce qui est sûr. Donc il va être très très bien concentré. Donc d'autres recettes pour nous, vous y êtes? D'autres recettes qui m'engoulent même صوالح الحلوين يقدروا يديروا لهم دي براونيز مع الشوكولا تكون نوار ولا شوكولا نوازيت يقدروا يديروا لهم ثاني دي بانكيكس ميم كاين دي بانكيك سكري وكاين بانكيك صالي سمي يقدروا ينوعوا لهم باش ميم هو ما يكرهش يكون يبقى كل يوم في اللانش بوكس تاعو صاي يكره ما يوليش ياكل ميم في الشكل يقدروا هما يبدلوا لهم كاين بزاف هكا طوابع اللي يقدروا كيما في البانكيكس يقدروا يديروا لهم هكا حيوانات دي زانيم ميم هو يتشهى باش ياكل ماشي يشوفها يقول يا هذه ماشي شابه ما ياكلهاش. Alors je vais voir ça c'est les muffins. Merci beaucoup. Ah, je vois qu'il y a des graines de pavot ou de chia. Parce que moi, généralement, je mets les graines de chia à l'intérieur. C'est une source excellente de fibres. Effectivement. Ça, c'est les pavots. Très bien. Avec des olives, du fromage. Donc, j'espère que, voilà.
Voilà, notre réalisateur Samir Hamidi qui zoome sur le muffin salé. Donc préparé par Même des tomates cerises ou les couleurs ils attirent les enfants. On peut même associer les enfants à la préparation. Oui. Donc l'enfant. Et ils aiment. Hein. L'enfant aime préparer ces choses-là avec sa maman. Déjà, il y a même les petites filles qui adhèrent en cuisine. Elles adorent préparer les gâteaux et les elles aiment bien tout ce qui est manuel. Exactement. Et même l'enfant, quand il va se sentir inclus, il va vouloir goûter, il va vouloir manger. Ah, ça, c'est moi qui l'ai préparé. Exactement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Il faut les intégrer, il faut les faire participer, justement. Exactement, oui. Voilà, donc on a ça et on a quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut remplacer les muffins? Ça, c'est les muffins. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, les sandwichs et tout? Les sandwichs, on peut même dire des sandwichs bardين, fromage, thon. même نقدروا نخدموا كاشير في الدار غير بالبولي نديروا له هكا دي زيبيس فروماج نقدروا même الداخل نديروا لهم هكا حشو ولا نرولوه نفوروه ونقدروا même نقلوه لهمش على الزيت. Parce que j'ai vu vos recettes sur le net. D'ailleurs, moi je l'ai essayé. Hein. J'ai essayé le kashir, on va dire, de poulet, de blanc de poulet d'ailleurs. Roulé, Vous l'utilisez avec des oignons, je crois. Des oignons, sel, fromage, poivre, et je pense paprika, c'est ça. Voilà. اسمها لي زيبيس كل واحد واش يبغي يدير. تسمى عادي نفوروه وما قلت لك ما يبغوش يقلوه يديروه في الكوشه يتحمر. بريفيرونس. ويقطعوه يديروا لهم اللانش بوكس يجي منوع. يقدروا مام يديروا كونتيتي كبيره كل يوم ما يمدولهمش غير حاجه قال هكا حبه مافنز رولي دي طوماط سيريز فروماج ميم فروماج بكري كنا ناكلوه فري فروماج في الكسره ملي كنا نروحوا دروك راه كاين تحضيره دروك راه كاين بريباراسيون فروماج c'est pas bon hein. Oui. Il faut faire attention. Voilà, vous en tant que professionnel, qu'est-ce que vous dites de cette préparation fromagère? Justement, moi personnellement, j'ai reçu des informations d'une source qu'on met de la maïzena dans ces préparations fromagères. Oui. Donc le problème avec ça surtout, c'est justement, on va dire sucré, donc dans du fromage. Voilà. Moi, je dis toujours, surtout aux diabétiques, de faire attention. Donc d'éviter les préparations fromagères, vraiment, parce qu'on ne peut pas savoir vraiment qu'est-ce qu'ils sont pas diabétiques, hein. Ce n'est pas bon. Hein. Exactement, donc moi je leur dis toujours d'essayer le maximum d'éviter les préparations fromagères. Si on aime du fromage, on a beaucoup d'artisans ici en Algérie. Effectivement, qui font du fromage. Qui ont ouvert leur magasin et tout, oui. Qui font du fromage, du vrai fromage. On peut se ravitailler chez eux d'ailleurs. Exactement. J'ai aussi un truc à signaler, donc je sais qu'on ne peut pas toujours ou tous les jours avoir le temps de préparer toute une box, parfois on est pressé, surtout pour les mamans qui travaillent et tout. On peut aller vers des trucs très très simples. Donc, une banane, un fruit et pain, fromage, des œufs, pain, fromage, non, exactement. Voilà. Donc, tout simplement des œufs bouillis. Et l'affaire est même في لي جو يروحوا يشروا جو تاع كرتون ما فيه ما حتى فايده يقدروا يخدموا دي جو في الدار بلي كاروت بلي فخوي يديروا لهم في قرعه تكون هكا شابه اللي تاتيريهم خاطر شكون يديرها غير فيها هكا حاجه قادر ما تعجبهاش بصح ملي يدير لها هكا في قرعه اتيري ميم يقدروا يديروا لهم دي ستيكرز بلو نون تاعهم تسمى يتشهى باش ياكل ديك الحاجه. Effectivement, d'ailleurs moi j'ai vu des petites bouteilles avec des figurines كلش دروك راه كاين هما يشجعوهم باش ياكلوا الاكل الصحي خاطر باز ما يعرفش كيما دير له غادي. Exactement, l'enfant va suivre l'exemple des parents. L'exemple du parent. Tout à fait d'accord. Très bien, donc merci d'avoir intervenu en cette matinée. Donc certainement on aura d'autres occasions où on vous recevra sur le plateau parce que la nutrition c'est très vaste et à chaque fois on va aborder un sujet. Alors même notre chef fera partie de l'équipe, Inch'Allah. Ça m'a fait plaisir d'être avec lui. Oui. Ça m'a aidé de donner des vrais exemples. Alors la prochaine fois peut-être qu'on abordera un autre sujet et puis lui il va nous préparer un truc qui puisse, vous allez pouvoir vous compléter sur le plateau et donner de bons conseils, que ce soit visuel ou alors même de notre nutritionniste. Un programme, pourquoi pas? Bien sûr, on verra bien. Très bien, donc merci beaucoup Boucha Belaifa, c'est un plaisir. Merci Bouzienne Derbouzdrawa, je le rappelle que vous êtes chef. Alors, intermédiaire musical, c'est tout de suite.
اسمح الباب وليدي مرسولة من عنده العالية جينا من عين مليلة 7 أيام على رجلنا أوصلنا للجبال كم بينا أو فرنسا تسركال علينا الكرطوشي قطع صدرنا البهط وقازك لها رجلنا رجال تموت بلا شيد فينا والسمحي ليها لحنينا والسمحي ليها لأمي ما والطيارة هاللي بكات في شهر رمضان اللي فات سمعت الأميمة وبكات قالت هذا وليد اللي مات اسمحي لي هالحنينة اسمحي لي فالجهادي اسمح البابا ولدي مرسولة من عند العلي واسمحي لي هالأمي ما اللي جات من التل قالوا لي له راس تسركل سولوا لي وعلى العرش الكل سوى الكبير على ماليا ما تبكيش يا عيني يا ما تبكيش على ابن الشهيد وابكي على خاين الوطني بايع دينه لاحق الرومي والسمحي لي هالأمي ما Je n'ai pas une très belle voix pour continuer ce refrain, mais quand même, ça nous fait rappeler un petit peu le film qui fait fureur actuellement, qui a fait beaucoup parler de lui, Tayara Safara de Hajar Sabata. Donc, qu'on salue à travers notre émission. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit qu'elle adorait Bonjour d'Algérie. D'ailleurs, ça lui arrive même de nous voir souvent. Donc, je la salue à travers notre émission et je lui dis félicitations pour son film d'ailleurs. Très bien, donc dernière ligne droite de Bonjour d'Algérie aujourd'hui du 24 septembre de la wilaya d'Oran, de l'Behia Wahran. Eh bien, c'est avec l'art qu'on clôture notre émission cette matinée avec... Alors, une pépite qui est venue, qui a accepté notre invitation, l'artiste plasticienne qui, c'est Shahrazad Garaya qui est présente avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes venu en couleur, avec du rose. Ben oui, il faut faire... C'est ça le commencement de Bonjour d'Algérie chez nous. Il faut rester dans l'art. Effectivement, vous êtes resté dans l'art. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a conduite vers l'art abstrait plutôt que le figuratif? Ben, écoutez, l'art, pour moi, n'est pas une fonction, une profession. Parce que moi, à la base, je suis chimiste de formation. C'est une passion. C'est une passion et c'est inné. Un artiste est né artiste. Il y a des artistes qui le font de fonction. Donc, ils arrivent par passer par des... C'est commercial, en fait. C'est commercial. Et donc, on ne sent pas l'émotion chez eux. On ne voit pas le travail profond.
Chez nous, c'est un peu de famille. Donc, je suis née avec le dessin, hein, quelque part. Et même assez souvent à l'école, on me collait mes dessins. C'était les contes de Perrault. Donc, c'était du figuratif que je reproduisais. Et c'était collé dans les classes. Vous aviez quel âge J'avais entre... C'était le primaire. Hein. Ah, donc, primaire. Vous aviez 5, 6, 7 ans? Un peu plus. Je suis rentrée à l'âge de 4 ans, donc c'est un peu plus. C'est aux alentours de 7 ans peut-être. De 7 ans, oui, voilà. De 7 ans, 9 ans, voilà. Et par la suite, je gribouillais, je continuais à faire ça, mais je faisais une forme de calligraphie, mais avec des lignes un peu particulières, avec de l'encre de Chine. Ce qui n'a jamais été, je dirais, montré au grand public. Personne ne connaît ce travail à part mes amis proches. Et suite à un malheur, j'ai eu un empoisonnement à un produit chimique. Je me suis retrouvée pendant plus d'une année paralysée dans un lit. Oh là là. Et de là, moi, mon temps, je ne l'ai pas tué, je l'ai coloré. Et j'ai fait ma première exposition à partir du moment où j'ai commencé à rebouger tout ça. Je l'avais fait à l'Office du tourisme sur la rue Rémisty. C'était un lieu d'exposition à l'époque. Et j'ai fait ma première exposition très colorée. Donc c'était parce que je travaillais déjà, je faisais des bijoux, je faisais de la récupare. Et donc il y avait comme exposition... Donc vous êtes artiste sous toutes vos coutures. Tout à fait. Et j'avais exposé des bouteilles, des récupérations de bouteilles, des ossements, ce qui n'avait jamais été vu, des mâchoires de moutons, des bouts d'os. C'est-à-dire, on arrive à voir la beauté dans ce qui est, banal pour d'autres personnes. Et maintenant, on en fait de la récupare. Oui, effectivement. Alors là, c'est que quel est le point de départ, on va dire, d'une œuvre que vous commencez? Est-ce que c'est une idée quand vous êtes en pleine nature, ou alors c'est un film, ou alors c'est une inspiration? Voilà, merci au réalisateur qui m'a soufflé une inspiration. Donc, est-ce que c'est une chanson qui vous met dans le bain de commencer une œuvre? Ça dépend. Parfois, c'est des faits joyeux et parfois, c'est des faits malheureux. D'accord. Et les couleurs, on les retrouve. Des fois, on a une envie comme ça, comme si on avait envie de vider son intérieur. C'est un privilège chez l'artiste. Et de mettre tout ça sur une toile, sur un bout de papier. Il m'arrive de faire des petits bouts de tableaux comme ça, tout petits. Et je me dis, je vais les refaire en grand. Et étonnamment, en grand, ça ne me donne pas la même chose. Mais pour un artiste, un tableau n'est jamais fini, surtout dans l'abstrait. Ouh là là, j'allais vous poser la question, comment vous... Bon, ça c'est en dernier. Hein. Non, je ne dis rien, ça c'est en dernier. Donc, votre inspiration, ça dépend d'où elle vient. On ne sait pas. C'est une émotion intérieure, parce que l'abstrait, c'est beaucoup plus les émotions, les vécus et tout ça, qui ressortent en couleur. C'est pas aléatoire. Parce qu'il y a quand même... Justement, quelle est la base de l'abstrait? Parce que des fois, ils se disent « Ah, l'abstrait, c'est très facile », alors que... Pas du tout, moi, je dirais non, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile dans la mesure où on a tendance à dire reproduire la nature par le figuratif. Effectivement. Alors, actuellement, avec Internet, on arrive à voir... des bancs de nature, on arrive à voir des animaux avec des signes abstraits. Voilà. Et on nous dit, la nature, elle n'est pas figurative, la nature. Elle est beaucoup plus abstraite que figurative. Non. Donc on arrive à... Là, c'est que j'ai vu ce tableau, d'ailleurs, plein de couleurs. Donc, quand vous avez dit que votre inspiration, ça dépend d'où est-ce que vous allez la ramener. Oui, il m'arrive de marcher dans la rue. Voilà, et là, dernièrement, j'ai été abordée par une jeune fille. Je marchais dans la rue, j'ai vu une feuille. Une feuille morte. Cette feuille était très jolie. Quand quelqu'un d'autre serait passé, il l'aurait écrasée et passé. Vous l'avez ramassée? Je l'ai ramassée. Une jeune fille est venue vers moi. Elle m'a dit je suis curieuse de savoir. Je suis artiste et donc je retravaille ces choses-là. Elle m'a dit je me disais,
Parce que c'est pas normal, c'est pas quelqu'un de banal qui passerait et qui prendrait une feuille morte. Qui prendrait une feuille. Voilà. Voilà. Alors quand on parle justement de vos différentes inspirations pour commencer une œuvre dans l'abstrait, ça peut être la couleur, ça peut être le signe, ça peut être la texture, parce que l'abstraction c'est tout ça. Ça peut être n'importe quoi. Alors, mais comment vous arrivez à choisir vos couleurs de différents tableaux? Parce que là, je vois en face, d'ailleurs, juste derrière vous. Celui-ci, voilà. C'est un tableau extraordinaire. Pourquoi? Parce que... Il est magnifique, d'ailleurs. Il a été fait normalement en monochromatique, c'est-à-dire qu'il devait y avoir qu'une seule couleur, mais en dégradé. Ce serait dû être le gris. D'accord. C'est le gris foncé ou alors le non, gris le clair? dégradé de gris, parce qu'il y a plusieurs gris. Il y a plusieurs tons. On va du gris à peine blanc et puis on va vers plus. Vers le plus foncé. Et là, j'ai introduit aussi, parce que c'est comme je suis chimiste, je me permets d'utiliser des textures. Ça aide, hein, quand même. Ça aide énormément. Et je sais que le soleil a une réaction chimique extraordinaire. Donc ce tableau a été exposé au soleil. Et dans l'exposition, il a révélé, et à chaque fois, il révèle des couleurs nouvelles. C'est un tableau magique. Vous le verrez dans l'ombre, il donnerait des couleurs. Vous le verrez dans la lumière, il donnerait des couleurs, et ainsi de suite. Voilà. Parce que là, j'ai vu que le choix des couleurs ont été très judicieux pour ce tableau. Ça n'a pas été fait au hasard. C'est-à-dire que je suis allée sur des lignes, mais après, on se laisse aller à ses émotions. Hein. Après, on ne contrôle plus. Ça vient comme ça. Hein. Alors, et pour ce tableau-là, parce que là, j'ai vu que c'est beaucoup plus gai, on va dire. Là, c'est de la texture. Là, on travaille avec des objets, on travaille avec des différentes peintures, et ainsi de suite. Il y a une superposition. Il n'y a pas qu'une couche, hein. Ça se travaille sur plusieurs temps. Parfois, là, on s'arrête. Et il y a des tableaux que j'ai faits en 2017, en 2016, que j'ai repris dernièrement, et qui ont fait une autre peau. Alors, et quelle est la place de vos émotions dans vos tableaux? Qu'est-ce que vous voulez dire par la place de mes émotions? Alors, est-ce que vos émotions, est-ce que les tableaux de l'abstrait que vous peignez, est-ce qu'ils expriment de l'émotion? Et comment ils sont exprimés? Vos émotions, de quelle façon sont exprimées à travers vos œuvres artistiques? Certainement que l'émotion y est. Je vous ai dit, à un moment donné, on ne contrôle plus. C'est l'émotion du moment. On peut être pas très bien, et puis on se dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de... Ça vient comme ça. Ça ne peut pas se contrôler parfois. Mais parfois, on a l'idée de faire quelque chose. Et ça, c'est technique. Mais à partir du moment où on se met sur ce travail, alors là, il y a le jet d'émotion et on ne contrôle plus, on se laisse aller, on met les couleurs qui nous viennent par la tête, on va dans des lignes parfois... Parce que quand on regarde des tableaux, des fois, c'est thérapeutique. Mais actuellement, d'ailleurs, l'art thérapeutique a été créé dans la période gréco-latine. On peut parler d'Aristote et tout ça parce que c'est psychologique. Mais actuellement, il y a ce qu'on appelle l'art-thérapie contemporain. Ils ont réalisé que l'art pouvait soigner. Et quand je dis l'art, parce que c'est vaste, c'est pas que la peinture, c'est la musique, c'est en général, la musicothérapie et tout. Bon, je vois qu'ils en font un commerce actuellement, mais pas dans les normes. Mais n'empêche que ça apaise les gens vont sur des tableaux, ils reproduisent et tout. Ça, c'est de l'art-thérapie exécutive, je dirais. Voilà. Est-ce que vous avez fait des formations Moi, je suis passée par les Beaux-Arts, pas pour faire les Beaux-Arts, parce que je suis une rebelle. Voilà. Donc l'académique a tendance à vous mettre dans un carcan. C'est pour cela que je vous ai posé cette question d'ailleurs. On vous met dans un carcan. Mais on le sent que vous êtes rebelle, même dans votre caractère, les traits de caractère. Oui, c'est de famille. On est une famille assez forte de caractère. Et je suis passée par les Beaux-Arts. Pourquoi? Parce que quand je faisais des portraits, étonnamment, il ressortait quelqu'un d'autre. Et je me posais la question, pourquoi est-ce que je révèle la personnalité d'autrui ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et je suis passée aux Beaux-Arts pour faire candidate libre. Et d'ailleurs, ce tableau a été fait aux Beaux-Arts, c'est une nature morte. Et c'était Madame Couscoussa, je lui rends hommage.
qui était mon prof. D'ailleurs, je l'ai vu, il est juste en face de moi. Et là, c'est qu'il est vraiment différent par rapport aux autres tableaux que vous nous avez Là, ça a été une orientation. On était en cours et donc il fallait faire une nature morte. Et j'ai choisi, on ramenait parfois des choses. Et c'était un vase très ancien, en cristal d'arc, vraiment ancien, et des fleurs séchées. C'est des fleurs mortes. Et pourquoi vous n'avez pas utilisé de couleur? Parce que c'était faire ça en noir et blanc. C'était la technique du crayon. Voilà. Ah, c'était la technique du crayon. Du crayon. Et elle, c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait le dessin. Elle était prof de dessin, donc c'était la technique du crayon. Je suis passée par le prof de peinture, mais je ne suis pas restée longtemps. J'ai essayé de comprendre. J'ai fait des expositions. Quelles sont les expositions? Non, je ne suis pas restée longtemps à l'école des Beaux-Arts. J'ai servi de modèle. Non, est-ce que vous avez participé à des expositions Si, des expos en dehors de l'école des Beaux-Arts. Oui, en dehors. En dehors. D'ailleurs, M. Mekki, il m'avait conseillé de passer le concours. Il m'a dit, tu es doué, tu devrais passer. J'ai dit non. Moi, je ne veux pas en faire une carrière. Je ne veux pas tuer mon art en faisant un sujet de gain. Très bien. Voilà. Donc, on arrive à la fin de l'émission, 9h30. Juste une toute dernière question répondue en un mot, si c'est possible. Alors, comment un artiste plasticien peut savoir qu'il a fini, que le tableau est achevé et terminé? Le tableau est jamais achevé. Parce qu'on peut le reprendre après. On peut, surtout dans l'abstrait. Voilà, tout simplement. Voilà une bonne réponse de notre artiste plasticienne, Shahrazed Garaya. C'est un plaisir de la recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est très gentil. Et puis, voilà, on arrive à la fin de notre émission, de notre numéro de ce 24 septembre. Donc, on était avec vous depuis 8h jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe de la station régionale d'Orange. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Un bon week-end. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à la même heure, de la même station, de la même ville, à 8h le mercredi prochain. Ciao. هلا والله